La situation en Ukraine évolue très vite. Depuis le moment où nous avons commencé à produire cette vidéo, la guerre a éclaté en Ukraine et de nombreux événements ont totalement renversé la donne au niveau géopolitique. Nous vous avons préparé une actualisation de la situation en fin de vidéo. Et ce que l'on entend, Thibaut, ce sont les sirènes d'avertissement anti-bombardement qui résonnent ce matin en Ukraine. Depuis la chute de l'URSS et l'accession à l'indépendance des ex-États soviétiques, les relations entre la Russie et sa petite sœur ont toujours été tendues. Mais les dissensions entre les deux pays, auxquelles le reste du monde était presque habitué, ont récemment dépassé les limites. La crise s'intensifie avec la reconnaissance récente de 2 territoires séparatistes dans la région ukrainienne du Donbass, comme étant indépendants pour Moscou. Kiev et ses alliés occidentaux se sont inquiétés pendant plusieurs semaines de voir de plus en plus de soldats russes massés le long des frontières ukrainiennes et du grondement des manœuvres militaires à quelques kilomètres des premiers villages. Un projet d'invasion ? Le Kremlin l'a toujours nié, mais ces opérations militaires, on parle de 100 à 150 000 soldats, ne plaisent pas du tout aux pays occidentaux, les États-Unis en tête et l'Europe entière craint pour sa sécurité. Ces événements se déroulent seulement à 3000 km de Paris, autrement dit à notre porte. Ils sont suivis heure par les nombreux observateurs qui se demandent comment ou s'il est encore possible de démêler un tel nœud diplomatique. Les émissaires des pays occidentaux qui se succèdent dans le bureau de Vladimir Poutine se sont donnés pour mission de garantir l'indépendance de l'Ukraine et d'éviter une guerre qui apportera une cascade de bouleversements économiques, sociaux, financiers et environnementaux. Entre menaces de sanctions et promesses d'apaisement, nous nous sommes demandé quelle trace cette crise allait laisser sur les relations entre les grandes puissances mondiales, sur la place de la Russie sur l'échiquier économique, sur le système financier international ou plus simplement sur nos vies quotidiennes. On fait le point sur la situation, on vous explique tout ça, mais juste avant, n'oubliez pas que pour soutenir notre chaîne, c'est simple et gratuit. Il suffit de vous abonner et de partager nos vidéos. Bienvenue sur Money Radar. Pour celles et ceux qui vivent sur une île déserte, sachez que rien ne va plus entre la Russie et sa voisine, l'Ukraine, surnommée la petite sœur de la Russie, 2 pays pendant longtemps soudés sous un même drapeau, et dont les routes s'écartent de plus en plus depuis 1991. Le 21 février dernier, Vladimir Poutine a annoncé reconnaître l'indépendance de 2 territoires séparatistes qui forment la région du Donbass, située à l'est du pays. Les ressortissants étrangers sont invités à quitter le pays, la communauté internationale et particulièrement l'alliance militaire de l'OTAN, craignant une possible invasion de l'Ukraine. Bien que jusqu'à maintenant, Moscou ait toujours nié avoir de telles intentions, il est vrai que les observations ne sont pas rassurantes. En octobre 2021, des images satellites révèlent la présence de plus de 100 000 soldats russes qui s'entraînent avec leurs blindés, leurs chars d'assaut et leurs canons de défense aérienne le long de la frontière, laissant planer le spectre d'une invasion imminente. Sinon, dans quel autre but ? C'est la question qui se pose en Europe comme aux États-Unis, et en l'absence de réponse claire, les souvenirs de la guerre froide et de la récente crise de la Crimée ne tardent pas à remonter à la surface. Selon les voix russes, il n'y a aucun compte à rendre à ce sujet. Déployer ses forces militaires le long de ses frontières est un droit souverain. Elle s'estime agressée par la réaction de l'OTAN et se sent menacée par la ligne de base militaire des alliés occidentaux disposée tout autour de la Russie. La Russie garantit qu'elle ne fait peser aucun risque sur la population ukrainienne et rappelle qu'elle n'a pas l'intention de franchir la frontière ni d'envahir le pays. D'autre part, les Ukrainiens refusent la présence de soldats américains sur leur territoire et estiment dans leur grande majorité qu'il n'y aura pas d'attaque russe, pour des raisons essentiellement stratégiques sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Mais le reste du monde ne l'entend pas de cette oreille. Que craignent exactement Joe Biden, Emmanuel Macron ou Olaf Scholz et les autres dirigeants des grandes puissances occidentales ? Pourquoi ont-ils interprété les manœuvres militaires comme un signe d'agressivité et se montrent-ils aussi dissuasifs dans le choix des sanctions envisagées contre la Russie ? Pour bien comprendre, faisons un petit retour en arrière, juste quelques minutes. Nous sommes en 1991, le mur de Berlin est tombé, l'Allemagne a été réunifiée et l'Union des républiques socialistes soviétiques est démantelée. L'Ukraine et la Russie se partagent la même histoire. Elles ne formaient qu'un seul peuple et leur séparation a été qualifiée de tragédie commune par l'inquiétant mais charismatique président russe Vladimir Poutine. Elles ont toutes les deux été à l'initiative de la création de l'URSS et ont de même été bouleversées par l'abandon du régime socialiste et l'accession à un système politique plus libéral. D'un côté, il y a la Russie qui représente à elle seule les 3/4 de l'ancienne URSS et qui est le pays le plus vaste du monde, un territoire menacé, rude et difficile à exploiter et à protéger, mais qui regorge de richesses naturelles. De l'autre, l'Ukraine, juste un peu plus grande que la France, mais surnommée le grenier à blé de l'Europe grâce à ses 22 millions d'hectares de terre noire hautement fertile, un humus particulier que les Russes surnomment le Tchernozem.
Après la chute du bloc communiste, les deux pays se sont lancés dans la course à l'économie de marché, chacune à leur façon. Comme pour les autres pays de l'ex-bloc soviétique, elles doivent d'abord réparer les dégâts de l'ancien régime. Mais alors que l'Ukraine se tourne vers l'Europe pour obtenir le soutien économique dont elle a besoin, la Russie, elle, se ferme comme une huître et traverse cette longue période de crise avec ses propres moyens. Il lui faudra 10 ans, le temps de remettre en état ses institutions défaillantes et corrompues, une partie de ses infrastructures devenues insalubres, et de panser les plaies de ses industriels et de tout son secteur agricole. Ce n'est qu'à partir de 2004 que certains pans de l'économie russe vont propulser le pays vers le sommet du classement des plus grosses puissances mondiales. Elle est actuellement 12e, mais en 2012, à sa dernière apogée, elle était 8e devant le Canada, l'Italie et l'Inde. Aujourd'hui, elle fait partie des BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine, qui d'ailleurs se réuniront en juillet prochain au Brésil. Ces 4 pays qu'on appelait autrefois des pays émergents sont les 4 plus gros en passe d'accéder au statut de pays riche, enfin, en théorie, et si tout se passe bien. Entre 2004 et 2013, l'activité économique de la Russie a bondi de 248%. Elle s'est hissée premier producteur mondial d'orge, de fruits rouges, de blé, de tournesol, de pommes de terre, mais elle est aussi devenue 2e plus gros exportateur de pétrole, 3e réserve de change du monde, 5e plus gros producteur d'électricité nucléaire et détient 1/3 des réserves prouvées de gaz naturel et d'immenses filons de métaux. Pour se développer, elle commerce avec le monde entier, y compris les États-Unis, et elle entretient également de bonnes relations avec l'Europe en se plaçant premier fournisseur de gaz naturel, de pétrole, de produits chimiques, comme les engrais. Et puis soudain, rien ne va plus. En 2013, c'est la crise de la Crimée et le début de ce que nous appelons la Deuxième Guerre froide. L'Ukraine est alors dirigée par Viktor Yanukovych, un partisan de Vladimir Poutine. Depuis son indépendance, les gouvernements pro- et anti-adhésion à l'Union européenne se succèdent à sa tête, mais un mouvement de rapprochement avec Bruxelles a clairement été amorcé avec un accord majeur d'association qui lierait l'Ukraine et tous les autres pays de l'Union européenne. Cet accord doit faciliter la circulation des hommes et des biens, harmoniser les systèmes financiers et favoriser les échanges commerciaux. Le pays pourrait aussi bénéficier des aides européennes sous certaines conditions et accéder aux banques centrales pour financer son développement, qui a subi peu ou prou les mêmes revers que l'économie russe. Mais coup de théâtre, Yanukovych refuse de signer le traité. La population proteste, descend dans les rues et le président est destitué. Il doit fuir en Russie. Porochenko prend sa place, signe le traité en 2014, le fait ratifier par l'Union européenne et scelle les relations entre son pays et les alliances de l'Ouest. La Crimée, région pro-russe située au sud du pays, proteste à son tour et organise un référendum en express pour rejoindre la Russie. Le Donbass, autre région pro-russe, située cette fois à l'est, le long de la frontière, menace elle aussi de faire sécession. C'est le début de la guerre du Donbass, un conflit peu médiatisé qui a déjà fait plus de 14 000 morts entre les forces armées ukrainiennes et les séparatistes pro-russes, dans lequel la Russie est accusée de soutenir les rebelles. Peu médiatisé, mais qui revient sous le feu des projecteurs depuis quelques jours, Moscou vient de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk, qui forment la région ukrainienne du Donbass. Ce que le Kremlin craint par-dessus tout, c'est la potentielle adhésion de l'Ukraine, un pays avec lequel il partage 1581 km de frontières, à l'organisation militaire du traité de l'Atlantique Nord. Non seulement ce serait un signal fort du basculement de l'Ukraine vers l'Europe, et en même temps, il ouvrirait la porte à l'OTAN pour installer des bases militaires trop près de la Russie. Historiquement, la Russie a toujours été menacée de toutes parts et à toutes les époques, qu'il s'agisse de menaces extérieures, des relations tendues avec le bloc de l'Ouest, ou intérieures avec la présence de nombreux opposants au régime. Vladimir Poutine n'est pas opposé au retrait de ses troupes. Il a d'ailleurs annoncé le rapatriement de ses soldats, mais il demande, entre autres, en échange, que l'OTAN cesse son élargissement et qu'au moins son accès soit refusé à l'Ukraine. Si cela arrivait, ce serait un point de non-retour. Moscou demande également le retrait des troupes américaines stationnées en Europe centrale et dans les pays baltes. Le 16 février, Vladimir Poutine a donc annoncé un retrait programmé de ses soldats et l'arrêt des manœuvres à proximité de la frontière. Les États-Unis n'y croient tout simplement pas et renforcent leur présence militaire en Pologne, tandis que l'Europe retient son souffle. L'escalade continue lorsque le 17 février, la Biélorussie, partisan historique de Vladimir Poutine, annonce que son pays n'hésitera pas à déployer des armes nucléaires pour soutenir la Russie. Enfin, après la reconnaissance des 2 nouvelles républiques, l'armée russe est entrée au Donbass pour sécuriser la zone. Ça va mal, et les enjeux de ce qui est en train de se passer sont colossaux, surtout pour l'Europe. Qu'une guerre éclate ou que la situation s'apaise, le mal est fait, la confiance est rompue et les conséquences commencent déjà à se faire sentir. Diplomatique d'abord car la Russie, déjà pénalisée par une image désastreuse auprès de la communauté internationale et même du grand public, paraît bien isolée. Le soutien du gouvernement Poutine à des personnalités controversées comme le président syrien Bachar el-Assad
ou sa façon particulière de respecter les droits fondamentaux de ses opposants politiques y sont peut-être pour quelque chose. Après l'annexion de la Crimée en 2013, le monde entier conteste toujours la légitimité du référendum et refuse de reconnaître la péninsule comme un État russe, à quelques rares exceptions comme la Biélorussie, la Syrie et le Venezuela. La position de la Chine vis-à-vis de la Russie est ambiguë. Elle respecte l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine, mais s'oppose aux sanctions contre son voisin russe et continuera à faire des affaires avec lui, voire à le soutenir si besoin. Et c'est également le cas de l'Inde. L'Allemagne annonce vouloir bloquer l'ouverture d'un nouveau gazoduc, le Nord Stream 2, construit et même achevé à l'heure où je vous parle, qui reste dans l'attente de l'autorisation officielle de Bruxelles pour entrer en fonctionnement. Les Américains, qui craignent que ce projet ne rende l'Europe encore plus dépendante de la Russie et tentent d'empêcher sa mise en service depuis 2007, annoncent se tenir prêts à détruire immédiatement les installations situées en mer Baltique au cas où l'Ukraine serait envahie. Nous le savons, la Russie est le principal fournisseur de gaz en Europe, grâce à son réseau de pipelines qui traverse tout l'ouest du continent. L'un des plus importants d'entre eux, Brotherhood, finit sa course en Allemagne et en Italie, mais pour cela, il traverse toute l'Ukraine. La Russie exploite également le gazoduc Nord Stream qui passe sous la mer Baltique qui rejoint le Danemark, et le Nord Stream 2 devrait au final lui aussi alimenter l'Allemagne de 55 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires. Si jamais le conflit se transforme en une guerre, le gaz sera purement et simplement coupé. Voilà déjà une bonne raison de maintenir de bonnes relations avec l'Ukraine. Dans tous les cas, ce serait une perte importante pour la Russie qui base près de 80% de son économie sur ses exportations d'hydrocarbures et de métaux. 40% du gaz européen est russe, mais à relativiser car la pression serait en partie compensée par une forte hausse des commandes chinoises et indiennes. Cette sanction pénaliserait surtout le consommateur européen, qui verrait soudain le prix des énergies flamber encore plus fort qu'en octobre dernier. L'autre outil dont disposent les instances occidentales, ce sont les taxes aux frontières, mais là encore les effets seraient limités. Elle pénaliserait les industriels dépendants de l'aluminium, du nickel, du gaz néon et du palladium russe, comme les secteurs des transports, du bâtiment, de l'électronique ou de la recherche médicale. Bien évidemment, en cas de guerre physique, des pénuries d'une ampleur sans commune mesure avec de simples restrictions pourraient vivement secouer toutes les chaînes d'approvisionnement et de production européennes. Mais ce n'est pas tout, car d'autres pénuries pourraient venir frapper les secteurs jusque-là plus ou moins épargnés, comme l'agriculture. Potasse, phosphate, ammoniac et urée. Voici la formule magique de nos engrais employés en agriculture intensive. Presque un quart de l'ammoniac et un sixième de la potasse mondiale proviennent de Russie. Et qu'un de ces éléments vienne à manquer, et c'est la production agricole qui s'en trouve menacée. Autre sanction évoquée, financière, celle-là est plutôt radicale, c'est l'exclusion des Russes du système de règlements internationaux standardisés SWIFT. SWIFT est l'acronyme en français de la Société pour les télécommunications financières interbancaires mondiales. C'est un intermédiaire basé en Belgique chargé d'informer chaque intervenant concerné lors de tout transfert d'argent international. Depuis 1979, cette messagerie ultra sécurisée est devenue un outil universel. Elle s'est transformée en point de passage obligé et plus aucune institution financière ne peut s'en passer. Débrancher la Russie du SWIFT, cela signifie isoler totalement son système bancaire du reste du monde. Plus rien ne rentre, plus rien ne sort. Déjà en 2014, cette menace avait été brandie par les Américains au moment de la crise de la Crimée. L'Europe avait alors envisagé d'étudier la question, mais la Russie n'avait finalement pas été exclue. C'est que là encore, personne ne sortirait gagnant, car il deviendrait impossible pour les Russes d'exporter leurs spécialités, produits agricoles, métaux et surtout hydrocarbures, ni d'acheter les technologies étrangères. Certes, les ressources de l'Ukraine sont elles aussi conséquentes. Elle est le 5e exportateur mondial de céréales et fait partie des 10 plus gros producteurs d'énergie nucléaire au monde. Elle peut couper Brotherhood à tout moment, mais elle n'a pas de pétrole ni de gaz dont les plus grosses réserves se trouvent au Donbass, et elle ne pourrait à elle seule compenser la perte de la Russie comme premier fournisseur de la planète. Récapitulons, pour bien mesurer les dimensions de ce à quoi les diplomates du monde entier ont affaire. D'un côté, l'Ukraine qui n'aspire qu'à se développer économiquement et à maintenir la sécurité de ses habitants, et qui pour cela se tourne vers l'Europe plutôt que vers sa grande sœur historique. Elle vient d'ailleurs d'obtenir un financement d'1,2 milliard d'euros pour faire face à ses besoins urgents. De l'autre, la Russie, qui est très attachée et qui voit d'un mauvais œil son rapprochement avec l'OTAN et les forces armées occidentales, un Occident qui lui a toujours été hostile. Elle décide de renforcer la présence militaire le long de ses frontières, l'occasion de faire une petite démonstration de l'état de ses armées et de lancer un avertissement. Face à elle, sa petite sœur, tout aussi fière, annonce ne pas avoir besoin de soldats étrangers pour renforcer les 100 000 soldats qu'elle a déployés de son côté et appelle ses réservistes, 1 million, à se tenir prêts. À l'autre bout de la planète, les États-Unis sont convaincus que Moscou a l'intention de récupérer l'Ukraine, mettant ainsi un terme à la guerre du Donbass par la force et prédisent tous les jours une invasion militaire imminente. Ce serait la plus grande guerre terrestre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.
Joe Biden promet des sanctions paralysantes immédiates à l'image des sanctions iraniennes, mais qui se révèlent plus défavorables à l'Europe qu'à la Russie et n'auraient pour effet que d'aggraver les pénuries actuelles. Et au milieu, on trouve ceux qui paieront les pots cassés, l'Europe, en panique, qui tente par tous les moyens de faire entendre raison à Vladimir Poutine et négocie âprement pour parvenir à un accord qui puisse satisfaire tout le monde. Difficile de se passer de son fournisseur numéro 1 de matières premières stratégiques en un claquement de doigts, surtout quand la situation est déjà particulièrement tendue. D'ici là, le gaz doit continuer d'arriver, le pétrole de couler à la pompe et l'électricité d'éclairer nos soirées. La crise ukrainienne a déjà un impact sur les factures énergétiques, le prix des métaux ou de certaines matières premières. Selon plusieurs observateurs, les retombées de ce conflit ont été largement sous-estimées dans l'industrie manufacturière et dans le domaine agricole. Mais il s'est passé autre chose. En arrière-plan, derrière les considérations purement économiques et pratiques, la pression sur les relations entre les deux pays a fini par provoquer une nouvelle fracture dans l'ordre mondial. L'un de ces bouleversements sur l'échiquier mondial, aussi important que ceux que nous avons connus après la guerre de 1945, après les chocs pétroliers ou après la chute du bloc communiste. À moyen terme, nous devrions observer davantage d'alliances locales, de partenariats commerciaux ou militaires limités à quelques membres, parfois 2 seulement, et qui devraient permettre à la Russie de continuer à exporter ses ressources vers des pays plus, disons, indulgents. Elle sait d'avance que pour cela, elle devra priver de marchandises ses anciens clients occidentaux, ce qui lui donne tout simplement le pouvoir de précipiter une industrie entière dans le chaos. C'est peut-être aussi pour ça que la Russie fait si peur et que tant d'efforts sont déployés pour que la voie diplomatique soit privilégiée. Les marchés réagissent, le CAC dévisse de 3,8% en 5 jours et l'Eurostoxx de 4,65%, et le conflit évolue toujours. Moscou appelle les autres États à reconnaître les 2 nouvelles républiques séparatistes, s'attirant à nouveau les foudres de la communauté internationale. Ce film a été réalisé avant que les événements ne s'accélèrent. Après la reconnaissance des républiques indépendantistes, le conflit a pris une autre ampleur et la crainte des Occidentaux de voir les Russes entrer sur les territoires ukrainiens est devenue réalité. Moscou prévient, à ceux qui tenteraient d'interférer avec nous, la réponse sera immédiate. Pendant que l'Alliance occidentale envisage d'autres sanctions, certaines portées sur les oligarques et députés russes avec le gel de leurs comptes bancaires, et d'autres plus économiques, comme la suspension de la mise en service de Nord Stream 2 annoncée par l'Allemagne le 23 février. De l'autre côté de la frontière, le président Zelensky donne des armes à tous ceux qui souhaitent défendre le pays, appelle ses réservistes et ordonne d'infliger un maximum de pertes aux forces russes. La guerre est déclarée et les marchés réagissent vivement. Au lendemain de ce triste événement, le CAC 40 flirte avec les 6500 points et dévisse de 6,15% en 5 jours. L'Eurostoxx de 7,02% et outre-Atlantique, le SP500 perd 5,17%. La question se pose maintenant de savoir si les sanctions évoquées seront vraiment dissuasives, car avec la mondialisation de nos économies, les grands perdants ne seront peut-être pas ceux auxquels on pense en premier. Durant ces périodes de crise, gardez la tête froide et essayez de conserver votre esprit critique. Veillez à bien choisir vos sources d'information, car les guerres sont très souvent accompagnées de campagnes de désinformation massives. Toutes nos pensées vont aux victimes de ce conflit qui touche durement le peuple ukrainien.